Bonjour à vous, merci de nous rejoindre sur la télé du 21e siècle. Si c'est maintenant que vous nous prenez en marche chez vous, bienvenue dans cette émission Starcom, dans cet autre numéro de l'émission Starcom. Vous le savez ici, notre mission c'est de vous aider à mieux comprendre les dessous de l'actualité sociopolitique de la Guinée. Ceci pour vous permettre, vous téléspectateurs de cette émission, de prendre position sur ces sujets en toute responsabilité. Au menu de cette émission, on pose cette question: la Guinée devient-elle une plaque tournante du trafic de drogue dans la sous-région ouest-africaine? En tout cas, le pays, notamment depuis quelques temps, la saisine de la drogue sur des citoyens devient de plus en plus récurrent dans le pays. D'ailleurs, ce mardi 9 février 2021, les services spéciaux à la présidence chargée de la lutte contre la drogue et le crime organisé ont présenté 2 saisines de drogue dures à Conakry et dans les villes environnantes, notamment de la capitale guinéenne, selon l'officier de la direction centrale de l'antidrogue. 750 kg, soit environ notamment 31 boules de cocaïne ont été trouvées le 14 décembre dernier sur un corps sans vie découvert notamment du côté de Pamalab à Forêt-Caria. Le 30 janvier également dernier, une Guinéenne a été prise avec 3 kg de drogue qu'elle dissimulait dans ses pompes à travers son corps. Tout ceci intervient alors que le président Alpha Condé, réélu pour un 3e mandat, promet aux Guinéens de gouverner autrement. Et nous posons le débat dans cette émission: quel sens faut-il donner au slogan du chef de l'État guinéen? La réponse, ça sera dans cette émission, mais ça sera juste après ça. Et vous le savez, c'est avec la même détermination et la même fougue que nous vous retrouvons dans cette émission pour également parler de l'actualité guinéenne. Comme invité sur ce plateau dans l'émission Starcom, M. Karamo Madi Camara, j'allais dire, il est juriste et analyste politique. M. Camara, tout le plaisir est pour nous de vous avoir dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bienvenue. Merci, bonjour. C'est aussi un plaisir d'être ici et merci de m'avoir invité. Et une première, hein, Tout à fait. Vos impressions parce que... Écoutez, je suis assez bluffé par l'espace que je vois. Je pense que nous avons effectivement une télé du 21e siècle qui est assez numérisée, qui est assez smart et qui permet d'avoir beaucoup plus d'aisance, de convivialité. Je pense que nous devons mieux la connaître, il faut mieux communiquer. Moi, je ne savais vraiment pas que la télé existait avant d'être passé ici il y a quelques semaines. Ouais. Et donc, c'est mieux de faire une plus large communication pour qu'on sache qu'il y a du bon et du beau ici. Heureusement, ça tombe bien dans les bonnes heures parce que celui qui m'accompagne dans cette émission tous les jours est à la fois journaliste, mais aussi le boss de cette télé, Azoka Aba. Bonjour, le Azoka. Boss délégué. Ouais, le boss est un boss. Qu'ils soient délégués ou pas, à partir du moment où il est boss, il est boss. Il n'y a pas de petit chef. Il n'y a pas de petit chef. Bonjour, Azoka. Merci, bonjour, Mohamed Bari. C'est un plaisir d'être toujours dans cette émission et de débattre avec des invités de la trempe de Karamo Madi que je fréquente depuis longtemps et qui est là, qui analyse souvent toute l'actualité sociale et politique en Guinée. Alors, on va commencer cette émission notamment par ce slogan « Gouverner autrement ». Il faut dire quand même que c'est une journée de mardi un peu mouvementée dans certains services publics avec ces visites inopinées du président Alpha Condé dans les services publics, notamment les ministères. On a vu des directions, notamment Caisse nationale de sécurité sociale et d'autres. Des travailleurs n'ont pas pu accéder au bureau parce que tout simplement, il y a une opération sur le terrain. Azoka, on peut dire, Alpha, se promener autrement, parce que je pense qu'on l'avait rappelé déjà lorsqu'il avait été question de ce slogan « Gouverner autrement », lorsqu'on a vu le ministre de la fonction publique sortir et annoncer que les heures de travail vont être de 8h à 16h et qu'on n'aura plus de téléviseurs dans les... au niveau des départements ministériels, on se disait que déjà ce n'était pas ce que les Guinéens attendaient. Ouais. Et les Guinéens savaient depuis des années que le travail commençait à 8h et que même si on a un téléviseur dans un bureau, si on veut travailler, on peut bien travailler puisque le téléviseur, aujourd'hui nous sommes dans le monde du 21e siècle, on s'informe à travers la télé, donc on pensait que ce n'était pas ça l'essentiel. L'essentiel c'était de mettre les gens au travail. Et aujourd'hui, lorsqu'on constate que c'est le président en personne qui se déplace pour aller d'abord à la caisse nationale, pour aller à la direction nationale des impôts, et puis aller à la banque centrale, aller dans
les départements ministériels, c'est comme si le président avait nommé des ministres auxquels il ne faisait pas du tout confiance. Ouais. Parce que quand il nomme un ministre, c'est pour qu'il gère un département. Et gérer le département, c'est gérer les ressources humaines, c'est gérer tout ce qui est dedans. Ça a un effet dissuasif, hein, parce qu'on a vu l'embouteillage que cela a créé aujourd'hui, des fonctionnaires ça veut dire que les Guinéens ne travaillaient pas. Ouais. Est-ce que 10 ans après, c'est maintenant que les Guinéens vont essayer de travailler? Je pense que c'est bien, mieux vaut tard que jamais, mais je pense que Alpha Condé n'a pas besoin de faire tout ce folklore à travers Kaloum pour dire qu'il visite qui vient au travail, qui ne vient pas, et puis c'est après sa visite qu'on voit les gens ferment les portes ou les portails des départements. Je pense qu'on a besoin d'autre chose, de voir cette gouvernance autrement que par ces actes que le président est en train de poser aujourd'hui, ou ces ministres sont en train de copier. On a l'impression que c'est lorsque Alpha appuie sur la baguette que les gens se remettent. C'est comme si nos ministres, les directeurs, c'était des marionnettes. Il suffit de les balancer à gauche, ils vont à gauche, de les balancer à droite, ils vont à droite. Si on ne fait rien, ils ne se remettent pas. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ce comportement. Monsieur Camara, c'est vrai quand même que le slogan « Gouverner autrement », ça demande assez d'interrogations et que le chef de l'État lui-même s'est donné le temps d'expliquer le contenu. Sauf que les actes posés sur le terrain, dans l'ossature, la formation du gouvernement et même certaines pratiques aujourd'hui qui persistent, il y a lieu de se poser. Alors, vous, personnellement, quel sens donnez-vous à ce slogan du chef de l'État ? Écoutez, moi j'ai été de ceux qui ont précocement émis beaucoup d'inquiétudes sur le slogan « Gouverner autrement » que le président de la République a initié. Parce qu'à l'occasion de la lettre ouverte que je lui ai adressée, j'ai soulevé certaines questions qui pour moi méritaient des réponses assez claires. Le terme « gouverner autrement » était à mon sens très flou, très vague et très ambigu. Parce qu'il y avait des questions qui n'étaient pas suffisamment éludées. Par exemple, on pouvait se demander, est-ce que gouverner autrement voudrait dire que désormais, ce qui a été source d'échec de la gouvernance précédente va être endigué? Est-ce que gouverner autrement voudrait dire que le président de la République décide de rompre avec les pratiques et avec des personnes qui n'ont pas été à la hauteur des attentes? Est-ce que gouverner autrement, c'est initier de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire qui n'ont pas existé? Donc, autant de questions qui peuvent être posées à satiété sans que l'on puisse trouver de réponse. Lorsque le président s'est donné la peine d'expliquer à l'occasion de cette adresse le contenu du slogan, j'ai été encore beaucoup plus dépité parce que simplement je me suis rendu compte que le président a fait de la redite. Les axes sur lesquels il s'est appesanti ont été des axes qui avaient été déjà annoncés lors des 2 mandats précédents, notamment la question de la jeunesse, la question de l'autonomisation des femmes, la lutte contre la corruption. Ce sont des thèmes qui ont déjà été conjugués par le président de la République et qui n'ont pas eu d'effet escompté. Ce qui m'a de plus convaincu que nous n'avions pas encore pris le bon virage, parce que le président de la République était lui-même dans l'expectative. Il n'y a eu aucun acte qui soit de manière à rompre avec ce qui a été fait, à faire déjà le bilan des 10 années d'échec de gouvernance, qui pour moi montre en réalité que le président s'est rendu compte qu'il y a eu un taux d'échec très élevé de la gouvernance des 10 dernières années. Tout n'est pas sombre. Il y a eu des actes qui ont été posés, qui sont des actes louables, qui ont permis de connaître des avancées dans certains pans de la gouvernance de notre pays. Mais le plus dur, c'est que les véritables chantiers sur lesquels le président a été attendu n'ont pas été amorcés ou n'ont pas connu même de mise en place de fondamentaux. Donc c'est pourquoi aujourd'hui gouverner autrement pour moi contribue à être une autre amélioration des slogans qui ont été toujours donnés depuis 2010. Le changement, le progrès en marche, la prospérité partagée, gouverner autrement. C'est cette liste qui est en train de s'allonger. Est-ce que selon vous, les actes posés par le président de la République à travers le gouvernement, mais aussi ses visites opinées, on ne peut pas dire qu'il y a une sorte de déclic
en termes de prise de conscience du président par rapport à ce gouvernement autrement? Parce que là, quand même, on n'avait jamais vu un chef de l'État, hein, notamment, prendre du plaisir dans ses visites inopinées. Non, souvenez-vous que le président l'avait déjà fait par le passé. Il est allé au ministère de l'Habitat, il a circulé dans Kaloum à des occasions, il est allé dans certains départements, il l'avait déjà fait. Ça, ce n'est pas nouveau. Ce qu'il faut simplement dénoncer, c'est d'abord la manière. Le président de la République, du haut de son magistère, devrait prendre de la hauteur par rapport à certains actes qu'il pose. Ouais. L'administration regorge certaines structures qui ont des missions bien définies, qui ont des attributions bien définies. Il y a l'inspection générale de la fonction publique qui existe. Il y a les inspections sectorielles. Chaque ministère a une inspection générale. Ouais. Il y a les directions des ressources humaines qui existent dans les départements. Il y a les chefs de personnel qui existent dans les départements. Il y a eu un moment le programme de réforme de l'administration qui a amené à la mise en place des pointeuses au sein de l'administration qui malheureusement n'ont été qu'un véritable gâchis. Ouais. Hier, j'ai eu très mal au cœur lorsque j'ai entendu, je crois que c'était avant-hier, le ministre de la fonction publique à l'occasion du passage du président de la République dans ce département dire qu'ils vont faire l'inventaire des pointeuses, savoir quel est leur état et s'il y a lieu, mettre en place des pointeuses. Ça veut dire deux choses. Que ce qui existe n'est pas utilisé, parce que si on utilise régulièrement un outil, on a une idée de son statut, de son fonctionnement et de ce qu'il en est. Deuxième chose, ça veut dire que l'on va encore débourser de l'argent pour refaire ce qui avait été mal fait. Ça veut dire qu'on ne prend pas soin d'appliquer les choses comme elles se doivent, de les utiliser comme elles se doivent. Globalement, on n'est pas rationnel dans la gestion des deniers publics. Ça, c'est un échec. Le président de la République, en venant subitement dans ses administrations, ne résout pas le problème, mais il le déplace. Est-ce que c'est subitement? Parce que moi, par exemple, je prends on pense que c'est des visites incognito. Ce sont des visites inopinées parce que personne n'a aujourd'hui l'agenda du président sur son passage dans ces départements. Non, mais pour mon part, par exemple, hier, par exemple, il y a le chef de section de ma femme qui l'a appelé pour dire que demain, le président doit venir dans notre département. Donc, ce qui veut dire, il y a un semblant parfois, non, parce que vous savez, il y a eu ce que l'on a appelé des inspections qui ont été dépêchées dans certains départements pour aller vérifier la présence de certains cadres et s'assurer que tous ceux qui sont là sont effectivement régulièrement sur le fichier de la fonction publique. Donc ça, ce sont des signes précurseurs qui ont alerté certaines personnes. Mais à date, personne ne peut vous dire demain le président sera à tel endroit ou pas. Ouais. Là n'est véritablement pas le problème. Le problème, c'est de se dire qu'est-ce qu'on doit faire véritablement pour que notre administration soit une administration au service du public, qu'il fasse un travail d'intérêt public. Il y a des fondamentaux d'abord que nous devons avoir. D'abord, il y a dans l'administration un manque d'organisation qui fait que les fonctionnaires qui arrivent n'ont pas de fiche d'objectif. Ils n'ont pas d'affectation bien précise. Ils ne sont pas évalués. Ils ont des rémunérations qui ne leur permettent pas d'être fréquents. Ouais. Vous avez des fonctionnaires qui habitent suffisamment loin, qui payent la quasi-totalité de leur salaire dans le transport. Sachant qu'ils ne font rien, quand ils viennent, ils se tournent le pouce, ils n'ont même pas d'outils de travail. Ouais. Ils préfèrent rester à la maison que de venir. Et ça, ce n'est pas leur faute, c'est l'État. Parce qu'on paye le travail fait. Mais si on ne vous donne pas à travailler, vous n'avez pas de raison. Pour vous, si je vous comprends, c'est que l'État devrait mettre les fonctionnaires dans les conditions les meilleures, avoir un bon salaire, pour que ces fonctionnaires puissent venir au travail à l'heure. Parce que dans les conditions normales, c'est ce qui se devrait. En fait, on n'avait pas besoin de contrôler quelqu'un qui vient pour son travail du moment où déjà il y a des circulaires qui évidemment quand il faut venir, quand il ne faut pas venir. Pour ne même pas aller loin, M. Ba, vous êtes administrateur de ce média. Vous avez un réalisateur qui est ici, qui se lève chez lui tous les matins pour venir. Il sait qu'il a une émission qui commence à 6 h, qui commence à 7 h. S'il n'est pas là, l'émission ne passera pas. Conséquemment, vous pouvez soit le suspendre ou même le remercier. Donc, il met tout en place pour être là à l'heure, parce qu'il sait qu'il a un boulot qui l'attend. Il vient conséquemment et il le fait. Quand vous savez que vous n'avez même pas la chance de rencontrer une hiérarchie
le long du couloir, qui va vous demander qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous n'êtes pas en position, vous ne vous souciez de rien. Vous ne venez même pas. Parce que vous savez que vous n'êtes pas en position. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous avez à la Caisse nationale de sécurité sociale le directeur qui se lève, qui ferme la porte parce que hier le président était dans les ministères. Il a demandé à ce que désormais tout le monde vienne à 8 heures. Ça veut dire que durant toutes ces années, il y avait un laisser-aller là-bas. C'était de l'anarchie, les gens ne venaient pas. Puisque c'est aujourd'hui que lui s'est rendu compte qu'il fallait que les gens viennent à l'heure. Donc ça veut dire que toutes ces années que lui, il a fait là, directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale, il s'en foutait pas mal que les gens viennent ou pas. Donc, vous voyez comment notre administration fonctionne. Ce sont ces questions qu'il faille d'abord régler avant d'exiger. Vous ne pouvez pas exiger un résultat à un commis si vous ne lui avez pas affecté des objectifs. Bien, nous... Et pour terminer là-dessus, je voudrais simplement dire encore une fois qu'à côté de ça, il y a d'autres ingrédients que l'État doit prendre en compte. C'est la question de transport encore. On reviendra sur ces ingrédients tout à l'heure, notamment dans la deuxième partie de cette émission Starcom qui ressort aujourd'hui. Monsieur Karamomadi Kamara, je rappelle qu'il est juriste et analyste politique. Et ici, nous passons ce scanner, ce slogan du président de la République, gouverner autrement. Quel sens faut-il donner à ce slogan du chef de l'État? On continuera ce débat juste après cette courte pause. De retour dans cette émission Starcom pour la deuxième partie de cette émission consacrée essentiellement notamment à l'actualité sociopolitique de la Guinée. Alors Azoka, on parlait notamment de ces visites inopérées du chef de l'État. Il y a quand même, il faut dire également que aujourd'hui ce qui se passe dans l'administration guinéenne, à qui la faute réellement? Est-ce que le fait que le chef de l'État ait ses débits de volonté à faire en sorte qu'il y ait plus de ponctualité dans nos services, dans les directions et ministères, ou bien c'est le système qui ne fait en sorte qu'on ne peut pas aujourd'hui exiger de la présence notamment des travailleurs parce qu'il y a assez de préalables qu'il faudrait quand même prévoir en termes de logistique et même de dossiers sur la table. Parce que s'il n'y a rien dans un bureau, je me demande comment est-ce qu'on va venir travailler. Bon, moi je n'ai pas eu la chance de travailler dans la fonction publique. Peut-être que s'il y a une faute, elle doit être partagée. Partagée pourquoi? Parce que je me dis que dans toutes les entreprises où j'ai travaillé, en tout cas privées, c'est qu'il y a déjà une structure qui est là, il y a des heures qui sont fixées et chacun a un objectif à atteindre. Et le patron n'a pas besoin d'être là. Le patron n'a pas besoin de... Bon, il peut venir parfois pour contrôler, mais il sait qu'il a mis des gens en confiance. Et c'est ça aussi le problème de l'administration guinéenne. Il faut mettre les fonctionnaires en confiance, et M. Kamara le rappelait, les gens n'ont pas une confiance en ce travail qu'ils font parce que la rémunération, ce n'est pas ça. S'ils étaient conscients qu'ils avaient un salaire suffisant qui leur permette de finir la fin du mois sans aller prendre du crédit chez le boutiquier ou chez le voisin, je pense qu'il allait prendre au sérieux ce travail. Mais ça ne les dédouane pas parce que c'est quand même le contribuable guinéen qui les paie. Et donc, dans les conditions normales, on n'a pas besoin de dire à un fonctionnaire, si tu ne viens pas à 8 heures, on va fermer la porte ou le portail. Le fonctionnaire doit avoir cette conscience de travail collectif et venir à l'heure. Et l'État doit mettre les moyens à disposition. Et M. Kamara essayait de l'évoquer, c'est que d'abord, on est dans un pays où le service de transport en commun est complètement défaillant. On a eu combien de sociétés de transport, Sogetrag, Sotragui, etc., mais la mauvaise gestion de ces sociétés, de ces entreprises, ça a fait que aujourd'hui les travailleurs doivent se lever tôt, chercher soit un taxi moto, un taxi simple ou faire du covoiturage. Il y a ce problème qui se pose, mais il y a aussi un problème véritable de route aujourd'hui qu'on a créé un chantier. Vous levez même à 6 heures du matin, vous allez trouver un embouteillage dans la circulation. Déjà. Donc, ce matin, moi, tous les jours, je me lève très tôt, mais ce matin, par exemple, à partir de 8 heures déjà, il y avait un bouchon terrible sur le littoral. C'est vrai que les panneaux de signalisation qui ont été mis là également, ça contribue parfois à réguler, mais on constate l'embouteillage à partir de 6 heures aujourd'hui, mais les gens viennent en retard parce qu'il n'y a pas d'infrastructure routière
qui sont adéquates. Donc, si l'État veut que les gens aillent rapidement à l'heure au travail, l'État doit mettre en place toutes les infrastructures, qu'elles soient routières, infrastructures de transport, et tout ce qui est lié à la logistique quand le fonctionnaire il vient au travail, qu'il soit à l'aise. Je vous donne juste un exemple pour finir. Si vous allez au TPI de Kaloum, en tant que ce soit visiteur ou travailleur, si vous demandez d'aller dans les toilettes, si vous jetez un regard, c'est pas seulement Kaloum, hein. Voilà, donc c'est vous dire que déjà, si les conditions ne sont pas là, il faut que pour aller se mettre à l'aise, le travailleur doit sortir de son bureau, aller dans le quartier. Il y a ces aspects les plus élémentaires d'abord que l'État doit résoudre afin que les gens puissent travailler. Alors, et Monsieur Kaba, tout à l'heure vous avez notamment quelques préalables que l'État devrait envisager par rapport à ça. Oui, d'abord les conditions de mobilité. Il faut que cela soit réglé. Tous les fonctionnaires n'ont pas les moyens de pouvoir s'octroyer un véhicule. Il faut que l'État mette en place des mécanismes de transport en commun qui faciliteront la mobilité de ces travailleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à l'interne, c'est-à-dire que les fonctionnaires qui sont effectivement dans leur position de travail et qui sont affectés doivent pouvoir obtenir des évaluations périodiques sur ce qu'ils font en tant que fonctionnaires. C'est en ce moment que l'on pourrait se rendre compte de qui fait quoi. Quand il y a un dossier qui est affecté à un service, vous avez un minimum de personnes qui s'arrogent le droit de tout faire. Parce que simplement, ils sont braqués sur l'argent qui peut en être tiré. En ce moment, le dossier est géré entre le directeur et les principaux collaborateurs. Les autres fonctionnaires ne sont pas intéressés. Ça veut dire quoi? Que conséquemment, eux, au lieu de chercher à travailler comme cela se doit, ils trouveront le moyen maintenant de débusquer de l'argent un peu partout. Et ça, en faisant de la concussion, en exigeant aux citoyens de payer des frais pour des services qui ne sont normalement pas requis financièrement. Donc, ça veut dire que l'administration a une organisation qui ne permet pas à ce que tout le monde participe au travail. Donc, il faut que la chaîne de collaboration soit clairement définie, que chacun sache ce qu'il fait et qu'il puisse être évalué périodiquement. À la suite de ces évaluations, qu'il puisse y avoir soit des sanctions ou alors des récompenses. Et ces récompenses, elles peuvent être pécuniaires ou alors se traduire par des promotions. Ça, ce sont des éléments sur lesquels l'État doit pouvoir s'investir. La formation des cadres. Vous avez des cadres qui se sont sédentarisés, qui ont 30 ans, 20 ans, 40 ans sur les mêmes positions, qui n'ont pas obtenu de formation pour monter en compétences, qui n'ont pas obtenu de promotion pour changer de niveau, qui sont toujours au même niveau. Donc, il y a de leur côté de la frustration, il y a de la démotivation. Or, dans la chaîne de travail, il y a une logique. Il y a les besoins des populations qui sont là. Ces besoins doivent être pris en compte. Pour qu'ils soient pris en compte, il faut qu'il y ait une administration. Et cette administration doit avoir en son sein des fonctionnaires. Ces fonctionnaires, lorsqu'ils sont recrutés, doivent obtenir ce qu'on appelle une motivation. Et la motivation entraîne l'implication du fonctionnaire. L'implication amène le traitement diligent des dossiers. Le traitement diligent amène le résultat. Si cette chaîne n'est pas mise en place, il va y avoir une rupture. Mais est-ce que c'est possible, notamment, de parvenir à ce schéma-là dans un pays où l'administration est fortement politisée? On voit que le critère de nomination des cadres, ce n'est ni sur le débat de la compétence, mais il faut appartenir au parti politique et parfois même mouiller le maillot ou être voilà, dans le cœur du président de la République. Ça, c'est un déficit que nous avons toujours eu. C'est ce que nous dénonçons tout le temps parce que les fonctions administratives sont attribuées à des personnes qui ont une acquaintance avec le pouvoir en place ou alors qui ont des relations au sein de l'administration à des niveaux très élevés. Cela fait que la compétence est reléguée au second plan. Et quand même vous revenez à la situation dans laquelle nous sommes, pour faire un exemple très simple, vous avez dans les administrations des agents qui ont plus d'influence dans leur service que le ministre ou le directeur. Justement. Vous prenez par exemple les DAF. Vous prenez par exemple ces DAF. Ouais. À qui le président a ouvertement dit qu'ils n'ont de compte à rendre qu'à lui.
Premier niveau d'influence. Deuxième niveau, ils sont les cordons de la bourse au sein du ministère. Ce sont eux, comme on le dit, qui nourrissent ces ministres. Vous voyez un ministre dire à un DAF de venir à l'heure, ou alors infliger une sanction à un DAF, ce n'est pas possible. Ces sanctions ne seront même pas appliquées. Et mieux que ça, vous avez à l'intérieur de ces services des cadres qui sont membres du bureau politique du parti au pouvoir. Non, ça quand même. Quand vous leur infligez une sanction, ils vous rétorquent très clairement que ce régime est le nôtre. Vous ne pouvez pas nous infliger cette sanction. Et vous risquez vous-même d'ailleurs de subir des conséquences parce que vous risquez d'être limogé. Parce que vous vous êtes attaqué à quelqu'un qui est membre du bureau politique et qui va vous montrer qu'il a des accointances beaucoup plus fortes que celles que vous avez. Malheureusement. Finalement, pour sauver leur portefeuille, pour rester au moins dans les privilèges de leurs fonctions, les ministres et les directeurs ferment l'œil sur ce type de comportement et se contentent simplement de préserver leur siège. En ce moment, le travail n'est plus fait, la rigueur n'est plus là. Il faut qu'il y ait dans chaque département ce qu'on appelle un conseil de discipline qui puisse sanctionner. Le conseil de discipline agit sur la base d'un règlement intérieur qui existe. Il y a une loi qui régit le fonctionnement de l'administration publique, c'est la loi portant statut de la fonction publique, qui a en son sein toutes les sanctions et qui prend en compte toutes les questions que le président est en train de soulever, notamment l'assiduité, la ponctualité. Peut-être la question que je voudrais, est-ce que peut-être le mieux ne serait pas d'organiser peut-être des séminaires, des sessions pour que les gens puissent mieux comprendre ce concept gouverner autrement, ça c'est un. Et deuxièmement, peut-être que ces gens puissent mieux comprendre aussi leurs outils de travail. Je veux dire que le fonctionnaire sache réellement ce qu'il doit faire dans son département et que des stratégies soient redéfinies afin que les gens aillent de l'avant. Parce qu'on peut venir aussi à 8 heures sans avoir rien. C'est pour ça que je dis qu'il faut que les modalités de gestion de l'administration soient faites. Que nous ayons une administration qui fonctionne sur la base de ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Tant que nous n'avons pas une administration qui agit dans ce sens, nous n'aurons aucune efficacité à attendre d'elle. Parce que celle que nous avons aujourd'hui, c'est une administration non seulement politisée, mais c'est une administration neutralisée. En d'autres termes, une administration qui ne fonctionne plus. Et il faut la réinventer, il faut mettre en place des mécanismes qui permettent d'aller dans le sens de l'amélioration des services qui sont fournis aux citoyens. On n'en finira jamais de parler notamment du fonctionnement de l'administration guinéenne. Alors désormais, on va ouvrir notamment la page des droits de l'homme en Guinée. Il faut rappeler quand même qu'après avoir menacé les avocats de la défense des opposants détenus à la maison centrale passent à la vitesse supérieure en accord avec leurs clients et ils suspendent leur participation dans les différentes procédures. Ces avocats dénoncent une instrumentalisation de la justice guinéenne. Alors, Azoka, tout ceci tombe juste après notamment la publication de ce rapport de Amnesty International sur les conditions de détention des opposants. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Je suis peiné et c'est très grave, je parle sous le contrôle d'un juriste, qu'un client ne puisse pas bénéficier d'un conseil, d'un avocat. Et que, selon ce que nous apprenons, que ce soit même les clients qui acceptent que leur avocat ne suit pas leur dossier parce que tout simplement, ils soupçonnent la justice d'être manipulée politiquement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans les prisons guinéennes, c'est vraiment, les conditions de vie sont exécrables. En plus, on y meurt. Il y a eu au moins 5 qui sont morts. Plus notamment sans compter le dernier en date, c'est le cas d'un sourd-muet qu'on a retrouvé pendu dans sa cellule. Je pense que pour qu'un pays avance, pour qu'un pays soit considéré vraiment un véritable développement, ça passe d'abord par la justice. Si les citoyens ne sont pas sûrs que ceux qui les jugent sont impartiaux, si les citoyens ne font pas confiance en la justice, c'est ce qui nous fait souvent tomber dans ce qu'on constate parfois un peu partout à travers le pays, c'est qu'on appelle la vindicte populaire, c'est-à-dire c'est les citoyens qui se rendent justice. Aujourd'hui, que ce soit des détenus politiques, parce qu'il faut les appeler comme ça, qui viennent à décider avec leurs avocats de ne pas être suivis dans leurs procédures, on comprend très bien que la démocratie est en train de prendre un sérieux coup. Et si on constate, c'est que vous avez vu Madik sans frontières, 5 ans de prison,
100 millions de francs guinéens d'amende. Et puis, Souleymane Condé, je crois, il avait écopé de 18 mois de prison avec 20 millions d'amende. Fonike Mangue, 11 mois d'emprisonnement. Déjà, il y a une différence. Je ne sais pas, je parle encore sous le contrôle du juriste, il pourra mieux nous éclairer. On constate que parfois, pour les mêmes peines, les mêmes, en tout cas, faits reprochés, il y a des peines très différentes. C'est comme si les juges regardaient la tête du prévenu pour lui infliger. Alors, on va demander l'avis notamment du juriste sur la question. Et je trouve que c'est très dommage, vraiment, pour la démocratie guinéenne. Ça suscite assez de débat, et ça renvoie un peu le débat sur les conditions de détention, que des avocats, notamment, se retirent notamment de toutes les procédures qui allant dans le sens de la défense de leurs clients. Vous savez que les conditions carcérales dans notre pays sont assez difficiles. Elles ont toujours été dénoncées parce que les prisons sont des endroits normalement de réinsertion sociale. Malheureusement, chez nous, la détention est devenue une autre peine que l'on inflige aux détenus qui subissent plutôt, j'allais dire, les rigueurs de la loi et les rigueurs également de leurs conditions de détention. Ça, c'est très difficile à comprendre. Notre pays a un système carcéral assez vétuste. L'espace devait regorger seulement 200 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à près de 1500, voire 2000. Ce qui fait que les conditions sont très difficiles en termes d'hygiène, en termes de nourriture et même en termes de suivi des détenus. Comme je le dis, la détention doit servir de resocialiser le détenu. Si nous n'avons pas tous ces mécanismes, nous avons un problème. En tant que juriste, est-ce qu'on pouvait s'attendre à cela, au regard notamment de tout ce qu'on a entendu de la réforme de la justice? Non, j'en viens. Vous savez, la réforme de la justice est un programme qui a une dimension très large. En 2013, il y a eu les États généraux de la justice qui ont débouché sur 4 axes principaux et au nombre de ces axes, il y avait justement les infrastructures pénitentiaires. Il y a eu un projet de construction d'une nouvelle prison qui n'a jamais connu finalement de début d'exécution, qui est resté lettre morte. Cela aurait permis de désengorger un peu la prison civile que nous avons et de créer un espace qui était beaucoup plus adéquat, beaucoup plus approprié. Mais sauf qu'on dit, si vous construisez une prison, vous risquez d'en finir dedans. Les autres pays, non, écoutez, les autres pays qui ont des prisons, ça n'a pas été construit par des machines, ça a été construit par des humains. Et ces personnes continuent encore à vivre. Donc ça, ce sont des questions assez subjectives, j'ai envie de dire très superstitieuses, sur lesquelles nous n'allons pas aller. Restons rationnels et restons cartésiens. Si nous avons ces personnes qui continuent à mourir dans les prisons, sans qu'on ne sache quelles sont les véritables causes, ça pose un problème parce qu'il y a une atteinte frontale à leurs droits. Et ces droits humains sont des droits inviolables, inaliénables et imprescriptibles. On ne peut pas leur retirer le droit à la vie. C'est le premier droit que chaque humain a. Le droit à la vie. Il faut que l'on ait la capacité à vivre normalement, quel que soit maintenant le lieu où vous vivez, que ce soit en détention ou en liberté, mais vous devez pouvoir vivre de manière décente et digne. Et la dignité de l'être humain passe par le respect de ses conditions de traitement. Il ne faudrait pas que des conditions dégradantes et inhumaines soient appliquées à des êtres humains. C'est pourquoi on met en place le système de défense des détenus. Quelle que soit l'infraction que vous avez commise, la pire des infractions que l'on puisse commettre, c'est un crime. Même si vous avez commis un crime, il vous est admis un avocat qui pourrait vous défendre. Parce qu'entre-temps, il peut y avoir des circonstances atténuantes, il peut y avoir par exemple des indulgences pour des facilités que vous aurez accordées à la procédure en termes de coopération par exemple. Il peut y avoir par exemple aussi la bonne conduite que vous avez pu avoir en détention. Tout cela peut aller dans le sens justement d'alléger les peines que vous pourrez avoir. C'est pourquoi le législateur, quand il établit le code pénal, il pose des sanctions qui vont d'un quantum minimum à un quantum maximal. Et à côté de ça, il prévoit également ce qu'on appelle des amendes. Comme cela, le juge qui est en face d'une situation a la latitude d'apprécier, selon les faits, l'ampleur
de l'infraction et de pouvoir appliquer une sanction. Vous verrez par exemple qu'une sanction peut partir d'1 an d'emprisonnement à 5 ans d'emprisonnement avec paiement d'une amende ou alors d'une seule de ces deux peines. Donc le juge regarde en fonction de la circonstance, en fonction de ce qui est fait. Mais ce qu'il faut quand même dénoncer, pour revenir à ce que vous avez dit, c'est qu'aujourd'hui les avocats sont dans leurs droits. Parce qu'on leur reproche, enfin, on leur refuse beaucoup de choses qui sont normalement très basiques. L'accès à leurs clients, par exemple, les visites qui doivent être accordées à leurs clients, par exemple, les traitements que leurs clients doivent bénéficier, qui ne sont pas faits. Donc tout cela amène aujourd'hui une certaine frustration dans la prise en charge de ces dossiers d'un point de vue procédural. Bien, on va marquer également une courte pause dans cette émission avant de revenir notamment pour parler également de cet autre accès qui a été refusé, notamment à une délégation de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme en Guinée. On aura, si tout va bien, notamment le vice-président de l'OGDH dans cette émission, mais ça sera juste après cette courte pause. Merci pour la considération que vous avez vis-à-vis de cette émission, et plus particulièrement à la télé Star 21 TV. Il faut rappeler que nous sommes dans l'émission Starcom pour sa troisième et dernière partie. Alors, il faut rappeler quand même que l'accès également de la maison centrale de Conakry a été refusé ce mardi 9 février 2021 au nouveau président de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, OGDH, qui était venu rendre visite aux détenus politiques, notamment Ousmane Gawal Diallo et Ibrahima Cherif Ba. Et si, alors là également, parce que les avocats se retirent, mais aussi c'est une organisation de défense des droits de l'homme connue de tous, parce que voilà, le GDH n'est pas quand même une dernière organisation, aussi a été empêché de rencontrer des détenus politiques. À quoi tout ceci renvoie, M. Camara? À un dysfonctionnement de l'appareil judiciaire, parce que, comme je le dis, ça, ce sont des préalables auxquels tout détenu a naturellement droit. La visite de ces conseils, de ces avocats et la visite des organisations de défense des droits humains qui viennent pour s'enquérir des conditions de détention. On parle désormais d'une autorisation systématique du ministère de la Justice pour qu'un défenseur des droits de l'homme puisse accéder à la maison centrale. Qu'est-ce que la loi dit sur la matière? Évidemment, ça, ce sont des mesures réglementaires qui sont prises, comme je le dis, qui peuvent être en contradiction avec les principes qui gouvernent la défense des droits humains. On n'a pas besoin d'une permission ou d'une autorisation pour pouvoir apporter un soutien à un détenu. Logiquement, ce sont des situations plutôt que l'administration pénitentiaire, que le ministère de la Justice devait encourager, parce que ces organisations jouent un peu leur rôle. Ces organisations viennent suppléer l'administration dans le processus de prise en charge des détenus. Si l'Organisation guinéenne de défense des droits humains souhaite effectuer une visite aux détenus, c'est de bonne guerre, parce que c'est sa mission, c'est son rôle. Et c'est l'État qui a donné un agrément à cette organisation. Pour avoir plus d'explications notamment sur cet empêchement notamment de l'OGDH d'accéder à la maison centrale de Conakry, on va partir sur le terrain avec monsieur Ba, le vice-président notamment de l'OGDH en Guinée, Azokawa. Question par... Bonjour monsieur DS. Bonjour. Bien, on sait que vous étiez avec le président de l'OGDH à cette visite qui vous a été refusée. Est-ce que vous pouvez revenir sur les faits? Oui, effectivement, on s'est rendu hier mardi à la maison centrale de Conakry. Bon, malheureusement, le président il n'a pas pu accéder aux locaux parce qu'on lui a réclamé un droit de visite. C'est-à-dire qu'il faut une autorisation pour communiquer avec les détenus politiques. Moi-même, je n'ai eu accès aux locaux de la maison centrale qu'en raison de mon statut d'avocat. Donc, je confirme que le président n'a pas pu accéder aux locaux de la maison centrale parce qu'on lui a réclamé le permis de communiquer. Mais vous avez quand même l'habitude de visiter la maison centrale, l'OGDH et beaucoup d'autres organisations de défense des droits de l'homme, non? Exactement. Depuis des décennies, nous avons des visites presque quasi quotidiennes à la maison centrale pour nous enquérir de la situation carcérale des détenus qui sont dans ces lieux. Mais malheureusement, cette fois-ci, on nous a opposé un refus catégorique en raison du fait que nous ne disposions pas
de permis de communiquer. Alors, M. Belfort, rappelez quand même que vous avez la chance notamment de rencontrer ces détenus politiques. Alors, ceci quand même intervient au moment où il y a un débat qui divise le pouvoir et Amnesty International sur les conditions de détention. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Bon, moi, je pense que le constat il est alarmant parce que les conditions sanitaires sont vraiment déplorables. Les détenus politiques que j'ai rencontrés sont dans une situation vraiment très difficile. Au dire de ces personnes, je pense que la situation n'est pas résiliente à leur niveau. D'autant plus qu'il n'y a pas véritablement de différence entre eux et les autres détenus de droit commun. Ce que j'ai trouvé un peu bizarre, d'autant plus qu'il s'agit de personnalités quand même de notre pays. Ce n'est pas que les autres ne méritent pas de conditions décentes, mais quand même on aurait pu faire un peu la catégorisation dans la mesure où ils sont à la maison centrale pour des faits politiques. On ne peut pas quand même mettre dans la même situation, dans le même lot, les détenus politiques avec des personnes qui sont déjà condamnées pour des crimes avérés. Donc c'est l'un des constats que j'ai eu à faire. Et ensuite, il y a concernant l'un des détenus politiques, en l'occurrence M. Ousmane Gawal Diallo, il a un problème de santé au niveau du pied gauche. Il n'a pas pu pour l'instant obtenir les soins adéquats. Donc il souffre de ce mal et il est en prison. Je ne sais pas pour combien de temps, mais je pense qu'ils ont tous droit à des soins pour que leur vie ne soit pas en danger. C'est pas par rapport à cette situation, ce que vous avez constaté, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, il y a eu ces décès récurrents à la maison centrale. Qu'est-ce que vous pouvez compter faire pour que la situation puisse s'améliorer au moins pour ces détenus? Écoutez, nous continuerons à interpeller le gouvernement parce que justement notre visite c'était aussi de faire le constat et ensuite interpeller le gouvernement par rapport à cette situation. Donc, nous allons continuer puisque nous avons des avocats qui sont au niveau de l'OGDS en attendant d'obtenir des facilités par rapport au président et les autres membres du bureau. Mais pour l'instant, nous continuerons à aller à la maison centrale, nous entretenir avec les détenus politiques, mais aussi les autres détenus, pour qu'on comprenne un peu pourquoi cette récurrence des décès au niveau de la maison centrale. Depuis quelques mois, nous constatons quand même que presque quotidiennement, il y a des décès. Il faut que des dispositions urgentes soient prises pour justement endiguer ce phénomène. Bien. Donc, voilà. Merci d'être passé dans cette émission, Monsieur Alpha Amadou DSBA. Je rappelle que vous êtes l'un des vice-présidents de l'OGDS. Merci d'être passé dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, on revient sur ce plateau avec vous, Monsieur Camara. Il faut dire quand même que moi, je reste un peu dubitatif parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'ossature du système judiciaire guinéen, on a un professeur président et surtout, on a également un ministre qui est un produit du système judiciaire guinéen qui a été avocat. Est-ce que, avec tout ce qu'on a dit autour de cette réforme, c'était prévisible tout ça, qu'on empêche les avocats et jusqu'à ce qu'ils aillent jusqu'à se retirer? Il y a également ces défenseurs des droits de l'homme. Est-ce que c'était prévisible tout ça? Bon, évidemment, vous savez, finalement, rien ne surprend dans notre pays parce que tout ce qui est anormal s'installe en norme dans notre pays et on se demande finalement jusqu'où l'on peut aller avec beaucoup de situations assez anormales. Vous l'avez si bien rappelé, les différentes autorités qui sont à la tête de la justice ont passé le cap quand même d'une certaine expérience dans le domaine de la justice. C'est vrai que le président de la République n'a pas été un avocat, un praticien. Mais il a été prisonnier politique. Mais il a été prisonnier en plus à la maison centrale. Tout à fait, donc il connaît les conditions de détention et c'est quand même un professeur d'université qui sait exactement comment les choses doivent fonctionner. Le ministre de la Justice a été agent judiciaire de l'État, il a été avocat avant d'être agent judiciaire de l'État. Il connaît effectivement les conditions de détention, les conditions carcérales. Malheureusement, jusqu'ici,
rien n'est fait pour changer cette donne. Le discours qu'il avait tenu à sa prise de fonction avait été un discours très rassurant, un discours qui avait donné des auspices sous lesquels on pouvait espérer. Et d'ailleurs, il avait emboîté le pas à ce discours en se rendant avec des visites, dans les maisons carcérales qui n'ont pas été suivies d'effet, malheureusement, parce que le statu quo demeure encore une fois. Je crois qu'il y a lieu que nous revenions un peu à la réalité des choses. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes dans notre justice. Il faut que nous fassions l'effort d'affronter ces problèmes et que l'on mette de côté les considérations politiques, les considérations subjectives. Vous savez, notre espace fait qu'aujourd'hui, les appréciations fondées sur la raison sont minorées au détriment de la subjectivité. On regarde qui est concerné par le problème. Il est de quel bord politique, il est de quelle ethnie, avant de pouvoir prendre les mesures qui sied. Lorsqu'on se rend compte que ces personnes qui sont concernées sont de notre bord politique, ces personnes ont des acquaintances avec notre système, on s'investit, on crée des situations pour pouvoir dénouer les situations. Quand c'est l'inverse, ça devient tout autre chose, la situation s'enlise, elle pourrit et finalement c'est le drame. Donc nous devons sortir un peu de ces considérations et faire en sorte que nous ayons une justice impartiale. Dans un pays, tous les leviers peuvent sombrer, l'État va tenir debout. Mais si la justice, qui est la colonne vertébrale, s'effrite, l'État va couler. Regardez un peu tous les pays dans lesquels la justice sociale n'est pas appliquée. Ce sont tout le temps des crises récurrentes. Il faut que nous sortions de cela pour que nous ayons un État qui tienne debout. Parce que la justice, c'est la colonne vertébrale de l'État. Si la justice fonctionne mal, soyez sûrs que nous ne ferons pas long feu sous le poids de la paix. Alors, je voudrais juste par rapport au retrait de ces avocats, l'État pourrait quand même commettre d'office d'autres, non, pour gérer le dossier de ces détenus politiques au cas où la situation va perdurer. Oui, mais vous savez que la commission d'avocats d'office est prévue par les textes, mais ce n'est pas appliqué systématiquement. Il y a beaucoup de détenus, beaucoup de personnes en conflit avec la loi qui n'ont pas bénéficié du système de mise à disposition d'avocats commis d'office parce que simplement ce dispositif il est quasi inopérant. Il ne fonctionne pas du tout. Pourtant, les textes le prévoient. Malheureusement, ce n'est pas appliqué. Et d'ailleurs, les avocats, quand vous discutez avec eux, vous disent clairement qu'ils ne sont même pas intéressés par ça parce que l'État est un mauvais payeur. Ils vont défendre ces différentes personnes et après, l'État sera incapable de leur payer leurs honoraires. Donc, ce qui fait que finalement, beaucoup se retirent de cet espace et préfèrent avoir des clients avec lesquels ils vont nouer un contrat de prestation et qui va les accompagner pour pouvoir les défendre. Au détriment des prisonniers qui n'ont pas de moyens notamment à se défendre. Malheureusement, c'est aussi ça. Alors, on va parler en dernière partie de cette émission, Azuka, de trafic. Il faut rappeler quand même qu'il y a cette question aujourd'hui qui revient dans nos débats. La Guinée devient-elle la plaque tournante de trafic de drogue? Ça a tout l'air, puisque voilà, y a assez de saisines. Les derniers développements que nous avons vus concernant cette affaire de saisie d'une quantité importante de cocaïne dans le pays et le scénario un peu hollywoodien que ce dossier a pris nous inquiète à plus d'un. Il faut dire que c'est parti comme dans l'affaire du Watergate, d'une petite affaire d'un jeune, semble-t-il, qu'on a arrêté, qui aurait dérobé quelques $1000 dans la maison de ces présumés trafiquants qui avaient loué une maison en Nongo. Donc ils ont interpellé le jeune, on l'a conduit dans une des bacs et puis là, le jeune a dit, mais il y a quelque chose de plus de $1000, il y a de la drogue dans cette maison. Donc, c'est ce qui a conduit, semble-t-il, les agents de la BAC à venir et ils ont trouvé ces deux Mexicains qui étaient venus à Conakry, ils ont débarqué ici, ils ont loué une villa, il semble qu'ils ont acheté même un yacht à quelques $100,000. C'était pour pouvoir faire les trafics parce que selon toutes les informations qui ont été publiées par la presse, il y a déjà depuis fin janvier, il y avait une alerte des services américains concernant l'arrivée de ces genres d'un bateau qui transportait une cargaison importante de cocaïne qui a quitté, donc vous savez, les Amériques latines, c'est des plaques tournantes de la drogue, donc ils viennent souvent en Afrique et vous voyez la Guinée, quand vous quittez
direct l'océan Atlantique, c'est vers le Venezuela. Donc, on est beaucoup plus proche, en tout cas par la mer, de ces pays. Donc, les gens... La Guinée, désormais, qui intéresse le cartel. Il intéresse le cartel. Ouais, donc, il semble que dans la saisine, maintenant, il y a eu des substitutions de cocaïne, on parle qui a abouti à l'arrestation notamment. On a arrêté à peu près 9 hauts responsables de la brigade anti-criminalité. Le dossier est vraiment pris très au sérieux par les autorités, les services de lutte contre la corruption avec Tcheboro. Le président Alpha Condé serait impliqué dans le cadre de la lutte. L'Interpol est impliqué. On a appris même qu'il y aurait des agents, en tout cas de la CIA, en tout cas le service secret américain, parce que vous savez que les Américains ils ne badinent pas en ce qui concerne la lutte contre la corruption. C'est pour cela, lorsque le CNDD avait pris le pouvoir ici en 2008, le CNDD avait commencé à lutter contre les narcotrafiquants, puisqu'à l'époque de la Guinée-Bissau, la drogue transitait par Bokeh. Ça, on avait même vu un avion qui avait débarqué à Kamsar, un avion qui a même été débarqué à Bokeh. Donc, les services secrets américains, les autorités guinéennes prennent à bras le corps ces dossiers. Mais ce qui est regrettable, c'est que quand ceux qui sont censés lutter contre ces narcotrafics sont impliqués et subtilisent de la drogue dans l'intention de la revendre après. Depuis le début, ça met le pays, voilà, ça met le pays en danger. Et le narcotrafic, c'est quelque chose de très très dangereux. Ce n'est pas ce que nous voyons seulement dans les films de télé, mais on a vu ce que la mafia faisait en Italie, ce que la mafia faisait en Colombie. C'est des sectes. C'est des gens qui sont liés de telle sorte que dès que vous commencez à sortir dedans, c'est des assassinats, c'est des crimes. Et donc ça peut même faire tomber des États. On a vu ce que était devenu la Guinée-Bissau un temps. À chaque fois des coups d'État, c'est parce qu'il y avait une grande influence de ces narcotrafiquants. Aujourd'hui, ils sont entre la Guinée, le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie. Ils sont dans les déserts. Ils essaient de faire... évacuer cette drogue. C'est parce que le terrain intoxiquer la Guinée devient maintenant une plaque tournante et c'est très grave. Monsieur Camara, bon, c'est vrai que c'est un dossier très faramineux sur lequel on ne peut pas finir d'en parler. Est-ce que vous aussi, ça vous surprend, après tous ces efforts, notamment de la transition jusque maintenant, qu'on puisse rebelloter dans cette situation où la Guinée semble être notamment le terrain fertile à tous ces trafics, notamment de la drogue? Bon, je déplore simplement que nous fassions la une de la presse, que nous fassions le show gras de la presse avec des informations qui ternissent l'image du pays. Les efforts avaient été faits en 2009-2010 pour essayer d'éradiquer un peu ce fléau dans notre pays pour que nous ne soyons pas cette plaque tournante qu'elle était devenue. Effectivement, à la suite de cela, il y a quand même eu une certaine accalmie, un certain dosage. Aujourd'hui, cela refait surface. Il faut chercher à comprendre les véritables causes. Il faut chercher à investiguer pour savoir pourquoi il y a cette résurgence. Pourquoi est-ce que nous reprenons encore cette étiquette de plaque tournante de trafic de la drogue dans la sous-région. Ça, ce sont des questions qui méritent d'être posées et que des réponses soient apportées du côté des services qui sont habilités à faire ce type de travail. Je pense notamment à l'OCAD, qui est l'office chargé de la lutte contre la drogue, qui doit faire un travail et qui, quand même, il faut le dire, fait un travail assez fabuleux avec l'appui de services spéciaux de Tchekboro, qui, on le voit très souvent, arrivent à dépister. Sauf que l'adversaire est un peu gros, hein, sincèrement. Bon, et vous savez quand même, à l'heure des charges, la lutte contre le narcotrafic est une lutte à l'infini. On n'arrive jamais à pouvoir mettre un holà à ce trafic. On peut peut-être amenuiser sa fréquence, sa nuisance, mais on ne peut pas totalement dire que voilà, on s'en lave les mains, nous avons éradiqué ce fléau ici et c'est fini, ça ne revient plus jamais. Non, sinon l'Amérique latine serait totalement exempte de ce phénomène. Mais les États mettent en place des mécanismes. Il y a des textes de loi qui existent chez nous aujourd'hui qui répriment un peu tout ce qui est blanchiment d'argent, lutte contre la drogue et tout cela. Il faut que cet arsenal soit vulgarisé, que les textes soient appliqués quand des personnes
concernés, incriminés, sont mises aux arrêts, qu'elles puissent subir les rigueurs de la loi et que le contrôle soit accentué par tous les canaux pour que nous puissions au moins réduire un peu la fréquence et puis, comme je le dis, la nuisance pour le pays. Bien, on va revenir notamment sur ce sujet dans nos prochaines, dans nos prochains numéros dans cette émission Startcom. Alors, nous arrivons à la fin de cette partie de l'émission Startcom. Je rappelle qu'on avait pour inviter aujourd'hui M. Karamomadi Kamara, juriste, analyste politique. Tout le plaisir a été pour moi de vous recevoir dans cette émission. J'espère tout simplement que ça ne sera pas la dernière. Tout à fait. Merci pour la disponibilité. Tout à fait, c'est un plaisir. Je pense qu'il va être inévitablement réédité parce que j'ai un grand frère qui s'en fout de tout protocole et qui me dit tu viens me voir la semaine prochaine. Donc, justement, voilà. c'est le plaisir d'avoir des doigts sur le plateau. Alors, à Azoka, merci également. Merci vraiment, et c'est vraiment, il faut remercier Karamou. En tout cas, pour l'appeler, je passe par toi. Sinon, je peux l'appeler, mais je dis, Azoka, il faut nous appeler, M. Kamara. C'est pourquoi je dis que je viendrai forcément. Parce que il fait partie aujourd'hui de ces jeunes qui s'impliquent à un peu aider les Guinéens à mieux comprendre l'actualité. Loin de toute démagogie. Loin de toute démagogie. Donc ça, quand on a des gens comme lui, on a des personnes au réseau, parce que nous, journalistes, on a toujours besoin des experts pour nous aider à mieux comprendre. Des experts crédibles. Voilà, crédibles pour mieux aider à mieux comprendre. Il y a des gens qui parlent pour plaire, pour certaines parts dans le cœur du président. Donc, merci à vous. Sincèrement. Ça sera toujours un plaisir d'être avec vous. On l'invite à aller dans ce sens, parce que voilà, l'opinion reste accrochée sur des valeurs aujourd'hui qui ne sont pas nombreuses en Guinée, sincèrement. Pas du tout, non. Alors, c'est la fin de ce numéro de l'émission Startcom. Merci à vous également votre temps précieux que vous avez pris dans cette émission pour nous suivre. On espère tout simplement que ce numéro également vous a permis de mieux comprendre ces dessous de l'actualité qu'on aborde dans cette émission. On se reprend dans ce numéro avec d'autres acteurs de la vie sociopolitique de la Guinée. Au revoir, mais surtout ne quittez pas sur cette télé, car le meilleur reste à venir.